Donc on va maintenant entamer la première présentation. De quoi nous avons besoin, rappeler de quoi nous avons besoin comme données pour réaliser une évaluation des risques. Puis plus précisément, on va se concentrer sur ce dont on a besoin pour estimer l'exposition du consommateur. Et on va vite tomber sur le fait qu'on a besoin de données de consommation. Et c'est quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Or, c'est un point crucial pour faire l'évaluation des risques, c'est de disposer de données de consommation. Et donc, pour cela, il faut faire des enquêtes. Il y a toute une méthodologie pour recueillir des données sur les habitudes de consommation. Et on va passer un peu de temps à regarder les méthodologies qui existent pour réaliser des enquêtes alimentaires dans le cadre de l'évaluation des risques. Et on va voir qu'il y a deux types de méthodes, des méthodes rétrospectives et des méthodes en temps réel. On verra un peu quelles sont les différences entre ces méthodes et les avantages et les inconvénients des unes et des autres. Et de nouveau, donc, comme je vous ai dit, si on a la possibilité d'avoir la connexion Internet, on va regarder un petit peu. Il y a un site américain qui est très, très bien fait, et ça s'appelle What We Eat in America. Et ça donne vraiment une idée jusqu'où on peut aller en matière d'information sur les consommations des gens. Je ne connais pas de site qui est plus complet que celui-là. Si on peut, on va y aller. Sinon, on va regarder un peu ce qui est disponible, mis à la disposition par l'OMS et la FAO, notamment ce qu'on appelle le groupe GEMS Food. Donc c'est un grand programme qui s'appelle GEMS. Ça veut dire Global Economic Monitoring System, donc ça veut dire quelque chose de très très large. Et puis il y a là-dedans tout un programme qui concerne food, donc c'est GEMS Food. Et là-dedans, on va voir qu'il y a des informations sur ce qu'on appelle les clusters de consommateurs. Et les clusters de consommateurs, ça veut dire qu'on regroupe des consommateurs qui ont le même comportement, qui ont les mêmes habitudes consommateurs par groupe, et on donne des informations sur des groupes de consommateurs. Donc ça veut dire que, par exemple, on va trouver des informations sur les consommateurs, disons, Afrique du Nord et Moyen-Orient, ça forme un cluster. Vous voyez, Europe du Nord, ça forme un autre cluster. Chine et Sud-Est asiatique, ça forme un autre cluster. Donc ça, ce sont des groupes pour lesquels donc, la FAO et l'OMS ont recueilli des données de consommation pour tout un ensemble de denrées alimentaires. Et on verra un peu comment se présentent ces bases de données. Alors, on commence. Donc, pour l'évaluation de risque, eh bien, on a besoin de données parce que sans données, le système de sécurité des aliments, il est aveugle. Le système de sécurité alimentaire est aveugle. De quelles données s'agit-il? Eh bien, ce sont des données, évidemment, pour l'évaluation des risques. Bon, il y a les gestionnaires de risque, ils ont besoin de leurs propres données également. Ceux qui communiquent, ils ont besoin de données également. Mais nous, ici, maintenant, on va surtout se focaliser sur les données qui sont nécessaires pour réaliser l'évaluation des risques. Alors, on rappelle que c'est un processus un peu continu et que, quelque part, il faut rentrer dans le système, il faut initier les choses à un moment ou à un autre. Et on commence par faire une évaluation de risque avec ce qui est à notre disposition. Donc au départ, on n'a souvent pas grand-chose comme information. On peut regarder ce qu'il y a sur Internet dans la base de données RASFF, c'est ce qu'on a fait. On a vu qu'il y avait des problèmes pour le mercure, qu'il y avait des problèmes pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques, pour les sulfites. On peut demander aux services qui font des contrôles officiels quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, quelles sont les non-conformités qu'ils rencontrent. On peut aussi, et il faut aussi, demander au secteur privé qu'est-ce que vous faites comme mesures et quels sont les problèmes que vous rencontrez. Donc il y a certainement des sociétés qui font ça d'une façon très professionnelle, surtout les exportateurs. Eh bien, ces gens-là ont des données, donc quelque part il faut arriver à ce qu'on puisse communiquer avec le secteur privé et échanger les données et enrichir la base de données qui permettent de faire une première évaluation des risques. Alors, sur base de cette évaluation des risques, c'est un peu ce qu'on va faire au cours du séminaire de novembre. On va essayer de voir les grosses combinaisons dangers, denrées qui sont vraiment prioritaires à contrôler. Et donc, alors, on programme des contrôles
des contrôles officiels à réaliser, bon, que ce soit pour les exportations, que ce soit pour le marché intérieur, que ce soit pour les importations, très important aussi. On programme donc, il faut faire autant d'analyses sur le thon qui porte sur le mercure, autant d'analyses sur le thon qui porte sur l'histamine, etc., etc. On fait donc une programmation des contrôles. Et puis on fait le planning, ça veut dire si on dit qu'on va faire 500 analyses de mercure dans le thon, alors il faut dire il y en aura autant dans la wilaya d'Alger, autant dans telle autre région, autant pour les produits qui sont exportés, autant pour les produits qui sont consommés. On va prendre un peu sur tous les mois de l'année, pas tout en janvier, mais on va distribuer un peu l'échantillonnage sur tous les mois de l'année. Donc ça c'est la planification. On fait le planning pour les échantillonneurs qui vont prendre les échantillons. Puis les échantillonneurs, ils vont sur le terrain, ils réalisent, donc dans toutes les wilayas, etc., ils réalisent la prise des échantillons, ce sont les inspecteurs, ils prennent les échantillons, ils les envoient au laboratoire, le laboratoire réalise les analyses et réalise un rapport d'analyse qui va envoyer à l'autorité qui a planifié, programmé les différents contrôles et qui a organisé tout le système de contrôle. Et donc, on a des nouvelles données qui vont entrer ici et qui vont nous permettre de peaufiner notre évaluation de risque et de voir un peu plus, avec un peu plus de précision, quelles sont vraiment les régions qui posent problème ou les périodes de l'année qui posent problème, ou est-ce qu'on a plus de problèmes avec les importations ou est-ce qu'on a plus de problèmes avec le marché local. Et donc, on peut à ce moment-là améliorer la programmation et plus cibler sur les points importants. Donc, on rappelle qu'on a besoin de toutes sortes de données. On a besoin des données pour l'identification et la caractérisation des dangers, pour répondre à toutes les questions, comme on l'a fait hier et avant-hier, les questions qu'on peut se poser sur les dangers. Il faut trouver des sources d'informations. On a vu, on pouvait en trouver par exemple au niveau de l'OMS sur le site de Phoscolap pour certains contaminants chimiques. Il y a aussi des sites pour les contaminants microbiologiques. Encore une fois, si on a le réseau, je vous montrerai un site où on trouve des informations très utiles pour les dangers biologiques. Mais on a besoin aussi d'informations sur les données de consommation, sur les habitudes alimentaires. On doit savoir qui mange quoi et mange combien et combien de fois par semaine ou combien de fois par mois, etc. Donc ça va être ce qu'on va développer dans l'exposé ici, dans les minutes qui suivent. Maintenant, quand on parle de l'alimentation, rappelez-vous, je l'ai dit le premier jour, l'alimentation, on doit toujours voir, en matière de santé, il y a deux approches. Il y a l'approche nutritionnelle, il y a dans l'alimentation des choses qui sont favorables à la santé, et il faut faire en sorte que le consommateur ait accès à ces nutriments dont il a besoin. Bon, bien sûr, ce sont les protéines, les matières grasses, les hydrates de carbone, mais ça, généralement, c'est plus trouver un bon équilibre, ne pas exagérer au niveau des hydrates de carbone ou des graisses, et de trouver un bon équilibre entre ces grandes catégories de nutriments. Mais ça devient déjà plus compliqué quand on va vers les micronutriments. Est-ce qu'on a assez de vitamines? Est-ce qu'on a assez d'oligo-éléments? Est-ce qu'on a assez de sélénium, par exemple? Est-ce qu'on a assez de magnésium? Donc là, c'est important pour la santé d'avoir ces oligo-éléments. Et donc, il faut aussi que l'autorité qui s'occupe de nutrition dans un pays fasse des enquêtes pour s'assurer que, effectivement, la qualité nutritionnelle de l'alimentation est bien rencontrée avec les habitudes alimentaires de la population. Ça, c'est les côtés positifs. Pensons aussi aux acides gras polyinsaturés. Donc, si les gens mangent des matières grasses, on doit faire en sorte qu'ils ne vont pas trop manger des matières grasses saturés, mais qu'il y ait une certaine fraction d'acides gras polyinsaturés, ceux qu'on trouve dans le poisson justement, et qui sont extrêmement favorables pour la santé, qui permettent de lutter contre les inflammations, donc qui permettent de protéger contre des maladies. Ce sont les fameux oméga 3, qui ont beaucoup de
d'aspects très positifs pour prévenir les maladies, pour prévenir les cancers. Bon, il y a énormément de points positifs liés à ces nutriments-là. Et donc, on doit faire un peu des évaluations pour voir si la population a accès à ces nutriments par ses habitudes alimentaires. Et l'autre aspect, c'est celui dont on a beaucoup parlé dans l'atelier, et c'est l'aspect négatif, le déterminant négatif de l'alimentation, parce qu'elle peut contenir des substances toxiques que l'on veut absolument réduire au maximum dans l'alimentation, donc pour protéger les consommateurs. Alors, ces données et ces informations utiles, on les trouve dans des travaux d'évaluation de risque qui ont été faits à l'étranger. Donc, je vous ai parlé de l'EFSA, il y a au niveau de l'OMS et de la FAO, il y a différents groupes d'experts qui font également des évaluations, et ces évaluations sont publiées, elles sont mises sur le net, et donc là, on va trouver pas mal d'informations en relation avec l'identification et la caractérisation des dangers. Pour l'exposition des consommateurs, là aussi, on peut en trouver, donc les fameux clusters dont j'ai parlé là, proposés par le James Food, ce sont donc des sources d'informations pour l'exposition des consommateurs qu'il faut pouvoir consulter et avoir accès. Mais il faut veiller à ce que les données soient suffisamment détaillées, et c'est surtout au niveau de consommation qu'on a parfois des problèmes pour avoir des données suffisamment détaillées, qu'elles soient représentatives. Bon, représentatif, alors de qui, de quoi? Est-ce qu'on s'intéresse à la population générale ou est-ce qu'on s'occupe plutôt de certains groupes cibles comme les femmes enceintes ou les petits-enfants, ou est-ce qu'on s'occupe des populations citadines ou est-ce qu'on s'occupe des populations rurales? Donc il faut savoir si on a des données représentatives pour tous ces groupes-là, parce que la population générale en soi, ce n'est pas suffisant. Et est-ce que les données proviennent de sources appropriées? On n'a pas encore beaucoup parlé de sources appropriées ou de données de qualité. Vous savez qu'on vit dans un monde avec Internet où on fait 2-3 clics et vous mettez mercure, poisson et puis vous voyez plein de choses qui sortent. Mais qu'est-ce qui est valable là-dedans et qu'est-ce qui ne l'est pas? Là, ce sont des spécialistes, des experts qui peuvent le dire. Et donc nous avons beaucoup de sources d'informations de nos jours, beaucoup de sources d'informations, mais aussi beaucoup de mauvaises informations, ou d'informations tronquées, des informations incomplètes. Donc les journaux sont friands d'informations spectaculaires, sensationnelles. Donc si un jour, dans votre laboratoire, vous avez trouvé une teneur élevée en mercure dans un poisson comme l'espadon, par exemple, les journaux, ils peuvent mettre ça en grand titre en disant les consommateurs algériens empoisonnés par le mercure, etc., avec un résultat. Ce résultat, est-ce qu'il est représentatif? Absolument pas. Eux s'en foutent. Ce qui compte, c'est qu'ils vendent leurs journaux. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ces sources appropriées. Et c'est pour ça que ce que l'on fait ensemble, c'est d'aller vers des sources fiables. Et les sources vraiment fiables, il faut les chercher à haut niveau. Donc c'est au niveau de l'OMS, de la FAO, de l'EFSA, de la Food and Drug Administration, les bases de consommation des Américains. Ça, ce sont des données fiables. L'autre problème que l'on a, je crois qu'on va y arriver, donc ça c'est données de qualité. Mais l'autre problème que l'on a, c'est que même si on trouve des données de qualité, est-ce qu'elles sont applicables à notre situation? Donc, si moi je vois que je peux avoir beaucoup de détails sur la consommation de poissons aux États-Unis par la population hispanophone, femelle par exemple, donc les femmes hispanophones, je peux savoir exactement combien de poissons elles mangent aux États-Unis, ça ne me dit pas combien on mange en Algérie. Donc vous voyez, ça peut être des informations très très fiables pour eux, mais il faut qu'elles soient fiables dans notre contexte national. Et donc, les données toxicologiques de référence, ça, c'est universel. S'il y a des données toxicologiques de référence pour les Américains, elles sont les mêmes pour les Chinois, elles sont les mêmes pour les Congolais, elles sont les mêmes pour les Cubains, c'est universel. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, elles sont toujours valables dans n'importe quel contexte. La gravité d'un danger, c'est un paramètre intrinsèque
liées au danger. Le lion, il est dangereux, on sait, il est dangereux partout. Il est dangereux en Afrique, il est dangereux en Europe et partout dans le monde. Le tout, c'est de savoir si le lion est en liberté ou s'il est dans une cage. Et il y a des endroits où il est en liberté et des endroits où il est dans une cage. Donc le lion, donc on ne se pose pas la question, il est dangereux, et les valeurs toxicologiques de référence, elles sont universelles. Là, par contre, les expositions des consommateurs, ce n'est pas le cas. Donc là, chaque pays, chaque région, chaque contrée a ses habitudes alimentaires et il faut qu'on arrive à obtenir des informations sur ces données de consommation. Et il y a aussi un type de données dont on n'a pas trop l'occasion de discuter dans notre rayon aussi, mais en tant qu'évaluateur de risque, on doit y être très attentif et on doit essayer de savoir où on peut les trouver dans son pays. Ce sont les données épidémiologiques. On a déjà mentionné plusieurs fois qu'est-ce qu'on sait au niveau des toxi-infections, des TIAC, des toxi-infections alimentaires collectives. Comme on l'a dit, on a souvent des rapports qui existent, mais l'agent causal, il est apparemment pas trop publié, mais qu'est-ce qu'on sait? Donc il faut absolument avoir accès davantage encore à ces données épidémiologiques pour se faire une bonne connaissance de la situation au niveau national. Donc il faut contextualiser les données, il faut les remettre dans notre contexte national. Donc on va trouver des études scientifiques publiées, on va trouver aussi des études et des enquêtes non publiées. Tout le monde sait qu'il existe des rapports qui traînent quelque part dans un tiroir avec des informations très utiles. J'ai été dans un laboratoire de recherche et je sais très bien que beaucoup de recherches que j'ai réalisées n'ont pas été publiées. Et elles sont quelque part, oui, elles traînent dans un tiroir. Et puis mon successeur, il ne va pas regarder ça. Bon, c'est oublié, c'est malheureux. Donc, il faut essayer, maximum, vous les chercheurs, de publier autant que possible, même les laboratoires de routine. Donc, c'est important d'avoir des rapports détaillés sur les résultats obtenus, combien de non-conformités, combien d'analyses ont été réalisées, qu'est-ce qui a été exactement analysé. Donc, c'est très intéressant de rendre publiques ces données qui, pour l'instant, restent dans la poussière et ce n'est pas une bonne chose. Les données nationales de surveillance alimentaire, ça peut être aussi donc la biosurveillance, si ça existe, mais toutes les maladies également. Et les enquêtes nationales, on en a parlé, donc réalisées par la FAO et l'OMS, donc ce sont ces fameux clusters. Et très souvent aussi, on a recours à des groupes de travail, des opinions d'experts. Donc souvent, l'information, elle est disséminée, elle n'est pas dans une tête, elle est dans 6 ou 8 ou 12 têtes différentes. Et il faut réunir ces gens et il faut arriver à communiquer, à échanger de façon à ce que ces informations ressortent et soient partagées. Donc on va apporter de l'attention aux évaluations de risques qui ont été réalisées par d'autres pays au niveau international, comme la FAO, l'OMS, l'EFSA. Mais donc on doit bien s'assurer qu'on a aussi des données qui sont pertinentes pour le pays considéré, à l'occasion, en l'occurrence pour l'Algérie. Alors au niveau international, on n'a pas encore eu l'occasion de voir un peu quelles étaient les organisations qui s'occupent d'évaluation des risques au niveau international. Vous voyez, il y en a quand même quelques-unes. Les 3 premières, elles travaillent au niveau mondial, donc de l'OMS et de la FAO. La première, c'est le JECFA, c'est le Joint Expert Group for Contaminants in Food and Additives. Donc c'est pour les additifs alimentaires, pour les résidus de médicaments vétérinaires et les contaminants dans les aliments. Donc eux vont, par exemple, proposer des valeurs toxicologiques de référence pour les contaminants comme les mycotoxines, les métaux lourds, etc. Puis nous avons ici, dans le domaine des pesticides, le GMPR qui s'occupe des résidus de pesticides dans les aliments, et un autre qui s'appelle le GMPS qui s'occupe des spécifications de pesticides, donc comment utiliser les pesticides correctement. Donc nous, on va plutôt s'intéresser au GMPR. Le GMPR c'est l'organisation qui va fixer les LMR de pesticides
du codex. Donc le codex a des LMR pour les pesticides, il y a aussi des LMR pour les médicaments vétérinaires. Donc c'est au niveau du codex que c'est réalisé et c'est ce groupe ici qui le fait pour les pesticides. Donc au niveau mondial, donc OMS et FAO, il y a aussi tout ce qui concerne les dangers microbiologiques avec le GEMRA, donc qui est Joint Expert Group for Microbial Risk Assessment. Donc c'est aussi une source d'information très utile. Ils ont fait des évaluations de risque pour différents types de dangers dans différentes conditions. Et donc, c'est intéressant de voir quelles sont les productions de ce groupe au niveau international. Et donc là, la question que vous posiez au niveau européen. Donc là, on a maintenant depuis les années 2000 l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité sanitaire, où là, nous avons toutes sortes de groupes d'experts, donc on appelle des panels, et donc là par catégorie de problèmes. Je vais prendre par exemple les contaminants. Eh bien, il y a un panel qui s'occupe des contaminants dans les aliments. Il y a un panel qui s'occupe des aspects nutritifs, donc de nutrition liés à l'alimentation. Il y a un panel qui s'occupe des problèmes liés aux matériaux en contact avec les aliments, food contact material. Il y a un panel qui s'occupe de la santé animale. Il y a un panel qui s'occupe de la santé végétale, etc., etc. Donc vous avez une quinzaine de panels à peu près. Donc c'est ce qui se fait au niveau international et c'est très intéressant d'aller sur leur site et de voir un peu les opinions qui sortent. Oui. Bon, donc ici vous voyez quelques accès à ces différents sites. Donc les liens sont mis ici. Et maintenant, donc, on va rentrer dans l'aspect vraiment donc données de consommation qui sont nécessaires pour faire une évaluation de risque. Alors, en fait, on peut faire ça d'une façon graduée. En fait, il y a déjà moyen, avec très peu de données, d'arriver à faire une première évaluation grossière de l'exposition des consommateurs. C'est ce qu'on appelle le niveau 1. Budget method, ça veut dire c'est ce qu'on fait quand on a un budget très réduit, avec très peu de moyens. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, on va prendre des données de consommation qui sont théoriques. C'est-à-dire que, bon, on connaît la population, donc on sait qu'il y a 42 millions d'habitants dans le pays. On connaît les limites physiologiques supérieures, c'est-à-dire qu'un homme doit ingérer par jour autant de calories pour se maintenir en bonne santé, pour ses activités professionnelles, etc. Et donc, ces calories sont distribuées en autant de protéines, autant de matières grasses, autant de carbohydrates, etc. Et donc, par cela, on peut dire, voilà, on a besoin de autant de céréales, on a besoin de autant de protéines animales, on a besoin de autant, etc., etc. Donc, c'est déjà une première approche pour arriver à avoir des données de consommation. Donc on peut, par ce biais-là, déjà avoir une première idée des différents grands groupes alimentaires qui sont théoriquement consommés par la population. Donc on a des données très 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 grossières de consommation. Et pour les contaminants, supposons on n'a encore rien fait, il n'y a pas de labo qui a travaillé encore, et là, on peut prendre par défaut les limites maximales qui sont autorisées par la législation. La législation nationale, si elle existe, mais on peut aussi prendre par exemple les valeurs du codex, de législation internationale. Et donc, pour les pesticides, par exemple, on aura la LMR qui est connue dans le codex pour les pesticides dans les différents aliments. Donc, on a déjà donc une première idée des aliments qui sont consommés et du niveau maximum de certains résidus qui peuvent être présents. Si on fait le produit des deux, on a une première idée de l'exposition du consommateur à toute une série de contaminants. C'est évidemment extrêmement grossier comme approche, et donc il faut absolument peaufiner cette approche. Pour peaufiner cette approche, on peut en tout premier lieu avoir des données plus précises sur la consommation alimentaire à l'échelle du pays.
Et ça peut se faire en consultant les statistiques nationales. Donc on sait que le pays a produit autant de blé, il en a importé autant, il en a exporté autant. Bon, pour le poisson, on peut très bien faire ça. On peut très bien voir à combien s'élèvent les captures en mer, combien s'élève la production en aquaculture continentale, en aquaculture marine. Bon, donc on peut trouver des données sur combien sont exportés, combien sont importés, et on fait un bilan et on arrive, le consommateur algérien moyen, il consomme autant. Mais c'est le consommateur algérien moyen. Là-dedans, il y en a qui mangent du poisson et il y en a qui n'en mangent pas. Comme on sait. Donc, il faut encore monter plus haut dans notre appréciation, parce que jusqu'ici, pour faire vraiment une évaluation des risques, on est vraiment trop limité, donc on doit absolument arriver à ce niveau 3 pour pouvoir faire une évaluation des risques correcte. Et donc là, on a besoin de statistiques de consommation alimentaire à l'échelle du pays. Donc il faut vraiment savoir maintenant, dans la wilaya d'Alger, les gens, ils mangent combien de poissons de mer, ils mangent combien de poissons d'eau douce. Il faut avoir ces informations. Et il faut avoir des informations sur la présence des contaminants ou résidus dans ces différentes denrées. Donc il faut que les laboratoires analysent ces différentes denrées et nous sortent des bases de données avec les teneurs en histamine, les teneurs en mercure, les teneurs en cadmium, les teneurs en pesticides des légumes, etc. Et quand on a ces informations fines, à ce moment-là, on va, comme on va le voir par la suite, pouvoir réaliser une évaluation des risques. Mais vous voyez donc, on peut déjà se débrouiller avec très peu, mais on est vite très limité dans l'interprétation des données. Donc, on va se concentrer maintenant sur l'estimation plus fine de l'exposition, donc au niveau 3, où donc on a besoin des statistiques de consommation alimentaire et on a besoin de mesures réelles de contaminants et de résidus dans les aliments. Donc on en a parlé déjà dès le premier jour, les deux bases de données pour l'exposition, vous les voyez là, consommation alimentaire, niveau de contaminants. Donc ce sont vraiment les deux piliers sur lesquels on va travailler pour essayer d'apprécier l'exposition du consommateur. Donc souvent on lance des appels parce que si je me mets par exemple au niveau international, l'OMS ou la FAO, lorsqu'ils font des évaluations de risque, la FAO n'a pas de labo, l'OMS n'a pas de labo non plus, donc ils ne font pas eux-mêmes des analyses et ils ne font pas non plus des enquêtes. Donc ils font des appels à données, c'est des appels publics et donc tous les pays sont invités à faire part des données qui sont à leur disposition. Et avec toutes ces données, d'abord il y a un contrôle de qualité qui est fait pour savoir si les données sont fiables ou pas, et puis les experts vont réaliser les évaluations des risques à une échelle internationale. Ça peut être à l'échelle mondiale ou ça peut être à une échelle régionale, les fameux clusters, donc les groupes de pays, les sous-régions comme on dit parfois. Donc ces experts vont faire des évaluations. Et donc, pour cela, ils vont demander des informations sur les consommations alimentaires et ils vont demander des informations sur les teneurs en résidus et contaminants. Hier, souvenez-vous, on a été sur le site de Phoscolab où on a vu qu'il y avait quelques bases de données et on a regardé pour le plomb. On a vu, par exemple, les bases de données de plomb dans le thé, dans le chou calé, etc. Donc on a vu, effectivement, ils ont des bases de données. Mais ce que je vous ai surtout dit, c'est que ces bases de données sont loin d'être complètes. Et donc, il est clair qu'il est très très important maintenant, quand il y a des appels à données comme ça, que tous les pays y soient sensibles et répondent à ces appels à données et essayent de réunir les données du contexte local et qu'ils les envoient à ces organisations-là pour que ces organisations puissent faire des évaluations de risques qui sont plus relevantes pour l'ensemble des pays. Il ne faut pas que ce soit finalement des évaluations qui soient
pertinentes pour les pays développés et qui n'ont aucun sens pour les pays moins développés. Bon, il faut que ces réalisations soient faites pour l'ensemble du monde entier et donc pour cela, il est nécessaire de se procurer des données et quand on en a, de les fournir aux organisations internationales et également de faire des évaluations de risque au niveau national. Alors comment on peut faire pour collecter des informations maintenant sur les habitudes alimentaires? Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ces pyramides-là, oui, hein, donc les nutritionnistes connaissent ça, donc ce sont des outils qui sont utilisés pour aider à la communication et la vulgarisation des informations sur les bonnes habitudes alimentaires. Et donc on va dire voilà, ça c'est ce qui est recommandé donc en grande quantité. Vous pouvez boire beaucoup d'eau, beaucoup de thé, etc. Donc les boissons, vous pouvez y aller. Puis on vous demande de prendre beaucoup de fruits aussi, beaucoup de légumes. Les hydrates de carbone déjà un peu moins. La viande et les produits laitiers un peu moins encore. Et les pâtisseries le moins possible. Hein, le moins possible, les pâtisseries. Hein. D'accord. Donc ça, ce sont le genre de pyramides alimentaires qui sont utilisées pour faire des recommandations. Maintenant, qu'en est-il dans la pratique? Vous savez, souvent cette pyramide, elle peut être inversée, c'est-à-dire que les gens vont plutôt manger des sucreries, boire des choses qu'il ne faut pas boire, hein, et les bonnes choses, elles viennent tout à la fin. Donc, il faut savoir si notre situation théorique, elle correspond à la situation pratique. Et pour ça, il faut faire des enquêtes alimentaires. Alors, les enquêtes alimentaires, deux approches, les méthodes rétrospectives ou les méthodes en temps réel. Les méthodes rétrospectives, ça veut dire donc on l'a déjà mangé et on va demander aux gens de se rappeler ce qu'ils ont mangé. Alors, le mieux de tout, c'est de le faire ce rappel dans pas trop longtemps parce que sinon on l'oublie. Et donc, l'idéal, c'est de le faire après 24 heures. Hein, donc on va faire un rappel de ce qu'on a mangé hier. Hein, donc ça, on s'en souvient un peu bien. Midi, on a eu de la viande, là, oui, ça va, je me rappelle un petit peu. Il y avait des pâtes, oui. Donc ça, on se souvient. Bon, si vous remontez plus loin, c'est plus compliqué. Donc on va privilégier des rappels après 24 heures, mais aussi on va voir des méthodes avec questionnaire, on va voir les détails après. Mais il y a aussi des méthodes en temps réel, c'est-à-dire que on veut savoir vraiment, de façon beaucoup plus précise encore, ce que les gens ont consommé. Ça va donc passer par des pesées, hein, donc, où ce sera semi-quantitatif, et ça va même parfois très très loin. On va aller dans les détails de ça par après, mais on peut, donc le fin du fin dans ces enquêtes alimentaires et dans ces l'étude de ce qu'on appelle Total Diet Study, donc l'étude alimentaire globale, hein, un bilan alimentaire global. Le fin du fin là-dedans, c'est de faire, donc le dernier qui est mis ici, c'est faire des analyses sur des portions prises en double. Ça veut dire, c'est un programme qui coûte assez cher, hein, donc c'est vraiment pas à la portée de beaucoup d'organisations. Mais l'idée, c'est donc de demander à un échantillon de la population de participer à une étude et on leur demande de systématiquement, pour chacun des repas qu'ils prennent, au lieu d'avoir une assiette, d'avoir deux assiettes. Dans une assiette, ils mettent ce qu'ils vont manger et dans l'autre assiette, ils mettent exactement la même chose, mais ça va être pesé et mis au congélateur. Alors, comme ça, tout ce qu'ils ont mangé, on a le double qui est pesé et qui va servir à faire des analyses chimiques. On va pouvoir faire des analyses de pesticides, de toxines, de métaux lourds, etc. Et donc, on va, par ce biais-là, si on demande aux gens de faire ça pendant un certain laps de temps, on va pouvoir avoir une idée très précise de tout ce qu'elles ingèrent par leurs habitudes alimentaires et on va pouvoir dire il y a par exemple il y a une carence en vitamines parce que on a vu qu'elles ne mangeaient pas suffisamment de fruits et légumes et les aliments
qui rentraient dans leur ration alimentaire ne contenaient pas assez de vitamines et donc on risque d'avoir une carence en vitamines, ou on risque d'avoir un excès d'acides gras, ou on risque d'avoir une exposition trop importante à certains métaux lourds. Voilà, ça permet vraiment de faire des études d'évaluation des risques très très fines. Mais donc je le cite ici simplement pour mémoire parce que ça rentre plutôt dans le cadre d'études universitaires, académiques, très poussées sur des sujets très pointus, mais ce n'est pas les enquêtes alimentaires pour fournir les données massives dont on a besoin. Donc on commence par celle-ci, ici, les rappels après 24 heures. Donc comment ça fonctionne? Donc c'est que on va interviewer de façon structurée un échantillonnage de la population. Donc on a une liste de personnes. On peut interviewer ces personnes-là soit en les visitant, soit en téléphonant, et donc on leur demande ce qu'elles ont consommé le jour d'avant. Et on fait ça une seule fois, ou on le répète, et souvent on le fait 2 fois, pas de suite. On le fait 2 fois, mais dans des périodes séparées dans le temps, de façon à ce qu'on ait par exemple 2 saisons différentes, ou qu'on ait une période de vacances ou une période de pas vacances. Donc il faut essayer d'avoir deux saisons différentes, l'idéal, parce que beaucoup de fruits et légumes sont saisonniers, donc il faut éviter de faire l'enquête uniquement pendant une saison. Et donc, comme je le disais, on va demander aux gens de faire ça par eux-mêmes et de prendre note avec des instructions qui sont données, ou bien on les assiste, et on les assiste, ça se fait donc par une présence physique. Il y a des inspecteurs qui viennent avec leur portable et qui vont donc Madame un tel, et donc ils vont l'interviewer avec leur ordinateur. Ils vont demander donc au petit déjeuner vous avez pris quoi, on note. Puis on verra un peu la méthodologie, comment ça se passe. Mais donc il y a une présence physique et c'est assisté avec un ordinateur. Ou c'est aussi assisté avec un ordinateur, mais au lieu d'aller physiquement chez la personne, on lui téléphone et on pose des questions par téléphone. Et avant, on pouvait aussi le faire par la poste, mais qui fait encore quelque chose par la poste maintenant? Il n'y a plus beaucoup. Alors, ça c'est donc pour le rappel après 24 heures. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même beaucoup d'interviewés, parce que donc il faut que ce soit représentatif de la population que l'on cible. Alors, il ne faut pas oublier que des jours on peut avoir moins envie de manger, d'autres on a plus envie de manger. Donc, il faut essayer d'avoir beaucoup d'interviewés différents. C'est pour ça aussi qu'on répète au moins, essayer de le faire au moins 2 fois pour ne pas tomber sur un jour qui n'était pas du tout représentatif des jours habituels. Et donc, en jouant sur le nombre, on arrive comme ça à collecter des informations qui peuvent donner un tableau de la consommation alimentaire d'un type de ménage, d'une fraction de la population. On s'est par exemple intéressé à la population urbaine d'Alger, et on a interrogé 1000 personnes sur Alger. Et si on fait ça, avec un millier d'interviews comme ça, on va avoir une base de données qui est utilisable et qui va donner une idée assez précise des habitudes alimentaires des Algérois en matière d'alimentation. Donc ça, c'est la méthode la plus commune. C'est la méthode la plus fréquemment utilisée, surtout dans le cadre de collecte d'informations pour l'évaluation des risques. C'est vraiment cette méthode-là qui est la plus utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle est encore relativement accessible. Vous avez vu l'analyse chimique des doubles portions, ça c'est vraiment des budgets colossaux, donc ça on oublie. Ici, il faut quand même des moyens, il faut du personnel surtout, du temps. Donc il faut quand même des moyens, mais c'est quand même quelque chose de plus accessible. L'autre méthode, c'est les questionnaires de fréquence de consommation. En anglais, on appelle Food Frequency Questionnaire, FFQ. Et là, on va demander aux gens de faire un relevé
quotidien ou hebdomadaire ou même annuel de la consommation. Alors, vous voyez ici, c'est beaucoup plus flou déjà, parce que ça peut être quantitatif, ça peut être semi-quantitatif, ça peut être non quantitatif. À ce moment-là, on va appeler ça un questionnaire sur la propension alimentaire. Ici, c'est par exemple du style, est-ce que vous mangez du poisson ou pas? Est-ce que vous mangez des coquillages ou pas? Est-ce que vous buvez des jus de fruits, oui ou non? Voilà, ça c'est propension alimentaire. Pour ça, il faut des listes prédéfinies, hein, et on coche, voilà, ça je mange un peu, ça je mange jamais, ça je mange parfois. Bon, donc il faut des listes avec tous les différents ingrédients sur lesquels on veut des informations. Donc ça peut être géré par l'intervieweur ou ça peut être fait sur base de déclaration de propre initiative. Donc ça veut dire que vous demandez à des volontaires de bien vouloir remplir ce formulaire. C'est mieux évidemment de le faire avec l'assistance de l'intervieweur qui guide. C'est fait un jour bien particulier, mais ça peut porter sur ce jour-là, ça peut porter sur la semaine en question, ça peut même porter sur l'année. C'est pour ça que, par exemple, si c'est annuel, ce sera plutôt non quantitatif. Ça veut dire, est-ce que vous mangez du poisson ou pas? Hein? Non, je dis jamais. Est-ce que vous mangez des huîtres ou pas? Jamais. Est-ce que vous mangez des langoustes? Oui, j'aime bien. Vous voyez, donc ce genre d'approche, il n'est pas tellement utilisé pour l'évaluation des risques parce que c'est souvent trop qualitatif. Hein, mais par contre, ça peut être utile pour essayer de trouver des associations entre alimentation et maladie. Quelqu'un qui mange beaucoup d'arachides et qu'on détecte une cirrhose du foie, probablement que c'est les aflatoxines qui sont présentes dans les arachides qui sont à l'origine de la cirrhose du foie. Vous voyez, donc on peut faire des associations comme ça entre l'alimentation et certaines maladies. Les enregistrements alimentaires maintenant en temps réel, hein, donc on passe aux méthodes en temps réel. Donc on va demander alors aux gens de peser ce qu'ils mangent. Donc on aura des notes de consommation pesées. Pour ça, il faut peut-être mettre à disposition des gens des balances, hein, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent y arriver. Ça peut être fait sur les aliments qui sont préparés à la maison, mais aussi les ingrédients qui sont achetés au marché. Et puis, donc on peut le faire soit par rapport à ce qu'on achète, hein, tout ce qu'on achète au marché, au magasin, etc. Mais on peut le faire aussi par rapport à ce qu'on mange réellement. Vous voyez, donc ça peut être donc après la préparation alimentaire, donc on pèse alors vraiment les portions qui sont vraiment consommées. Et si on n'a pas de balance, on peut aussi se débrouiller parfois avec des mesures de ménage. Est-ce que c'était une cuillère à soupe ou une cuillère à thé, hein, donc ça peut déjà donner des informations. Ici, le support d'enregistrement, c'est du papier, ou alors c'est un portable, mais il faut le fournir. Hein, et on recommande de faire ça sur une période de 3 à 10 jours. Donc un jour, ça n'apporte rien comme information. Il faut au minimum qu'il y ait 3 jours qui soient comptabilisés. Vous voyez alors, quand on n'a pas de balance, les moyens de donner une balance à tout le monde, il y a des trucs qui permettent d'aider à la quantification. Il y a par exemple des livres avec des images de portions. Hein, vous voyez une assiette bien remplie ou il y a une assiette avec seulement une petite portion dedans. Alors on demande à la personne, quand vous avez mangé votre plat, est-ce que l'assiette était pleine comme ça ou elle était pleine comme ça? Et donc la personne indique. Et ça correspond à un poids qui a été déterminé. Hein? C'est plus qualitatif. C'est semi-quantitatif. C'est semi-quantitatif. Mais ça permet quand même déjà d'aller plus loin que de dire un peu ou moyennement ou beaucoup. Hein? On peut déjà y coller un chiffre. Donc on ne le voit pas ici, mais là-dessous il y a un chiffre. Hein? Donc on va pouvoir coller un chiffre. Donc vous avez aussi des instruments de mesure ménagers, hein, comme on les a dans toutes les cuisines. Parfois c'est assez subjectif, hein, une poignée de noix. Mais
plus on peut quand même avoir des informations de type quantitatif, il faut essayer de les avoir, quoi. Donc, c'est mieux de dire une poignée de noix que quelques noix. Hein, vous voyez, donc c'est ça l'idée. Ah, et même chose, donc, au niveau des fruits, taille moyenne, taille grosse, etc. Alors, quelle méthode utiliser si on veut faire une enquête alimentaire? Il faut tenir compte des aspects méthodologiques, c'est-à-dire donc pourquoi on fait l'enquête. Est-ce qu'on est nutritionniste et on le fait pour essayer de voir si la population se nourrit bien, n'a pas de carence, ou est-ce qu'on le fait pour donner des recommandations, hein, donc pour la fameuse pyramide alimentaire, par exemple, pour essayer de corriger les habitudes alimentaires des gens. Donc, ça, il faut savoir un peu hein, quel est le champ d'application de l'enquête. Ou on le fait pour les évaluations de risque, hein, donc pour essayer de quantifier les contaminants qui sont ingérés. Quel est le niveau de précision que l'on souhaite avoir et donc être conscient des biais potentiels. Biais potentiels, c'est quand il y a des nourritures qui sont moins permises. Je pensais par exemple aux boissons alcoolisées. Alors, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous consommez des boissons alcoolisées, on dit, bon, est-ce que c'est la vérité hein donc, bon, voilà. Donc, il peut y avoir des biais, hein, parce que quand on parle à une personne, on n'a peut-être pas envie de dire la vérité, donc voilà. Donc, il faut être conscient qu'il peut y avoir un biais. Il faut aussi que notre population soit représentative. J'ai parlé donc là, voilà un exemple, on va le faire sur Alger, la population urbaine d'Alger. On ne peut pas extrapoler ça à l'ensemble de l'Algérie. Il faut être conscient qu'on a travaillé sur une population cible qui représente une fraction de la population. Alors il y a des considérations pratiques évidemment, logistiques. La charge qui est liée à ça, est-ce qu'il faut des balances, est-ce qu'il faut des ordinateurs, est-ce qu'on peut trouver ce matériel, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a le budget pour réaliser de telles enquêtes. Tout dépend aussi du niveau de détail que l'on veut obtenir, hein, donc si c'est savoir on consomme du poisson ou pas, ce sera relativement simple, mais si on veut savoir exactement combien de fois par semaine ou combien de fois par mois on consomme du poisson et quelle est la taille de la portion, ça c'est déjà beaucoup plus fin. Hein. Et donc, des ressources humaines, bien sûr, qui sont disponibles pour... Ça fait un peu partie de la logistique. Le principe d'échantillonnage, ça c'est très important. Donc il faut d'abord définir la population cible et les critères d'exclusion. Par exemple, quand on fait des enquêtes comme ça, on a envie de dire, puisqu'on est ici tous ensemble, on va dire, chacun d'entre vous va remplir un formulaire. Hein, et je vous demande, par exemple, je vous donne un formulaire à tous, et je vous demande de remplir le formulaire, et puis par après, je dépouille toutes les informations. Puis j'ai dit, j'avais 20 personnes représentatives d'Alger, donc j'ai déjà une première idée des enquêtes alimentaires sur Alger. Mais il y a un biais formidable. Parce que vous avez tous assisté à la formation, vous êtes tous bien conscients de ce qu'on peut faire avec ces données, et donc vous allez remplir votre formulaire avec un état d'esprit qui n'est pas du tout le même que si j'interroge quelqu'un dans la rue. Donc vous voyez, c'est un biais. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas les personnes appartenant à l'organisation dans l'enquête, parce qu'elles ont un a priori. Hein. Voilà, elles savent pourquoi on le fait et donc elles peuvent biaiser les réponses. Il arrive aussi, pour des raisons purement pratiques, qu'on ne peut pas intégrer les gens d'une population de zones trop éloignées. Donc, on peut le faire, mais il faut que cela soit renseigné. Comme ça, on le sait. Donc, on va alors stratifier la population, c'est-à-dire donc on va faire des tranches dans la population. Donc, on va, par exemple, faire des tranches d'âge. On va prendre les petits bambins, on va prendre les adolescents, on va prendre les gens d'âge mûr, on va prendre les personnes âgées, en fonction du sexe, en fonction du lieu de résidence, Alger ou Constantine ou Oran, etc. Il peut y avoir des aspects additionnels.
par exemple, on peut s'intéresser à des gens qui ont une diète spécifique, les végétariens, hein, donc ils mangent différemment des autres. On peut, en tant que nutritionniste, s'intéresser de savoir s'ils n'ont pas de carence et donc faire des enquêtes pour s'assurer. Donc c'est un groupe particulier, un groupe cible particulier. On peut aussi stratifier en fonction de la géographie, c'est-à-dire je vais m'intéresser aux différentes wilayas, ou je vais m'intéresser à la zone côtière et l'intérieur du pays, ou les gens des montagnes, etc. Et les groupes vulnérables, hein, les Yopis par exemple. Hein. Le principe d'échantillonnage, donc il faut un support, il faut donc des recensements les plus récents possibles, hein, des registres de population locale, qu'on ait des noms, sur lesquels on peut choisir des gens de façon aléatoire. Pour les enfants, ça peut être utile aussi de travailler avec des listes d'écoles ou des listes de jardins d'enfants. Si on s'intéresse à certaines pathologies comme diabète ou personnes hypertendues, hein, pour les maladies cardiovasculaires, on peut travailler avec des listes de médecins généralistes. Hein. Tout biais pouvant provenir du support d'échantillonnage doit être identifié et décrit. Hein, donc il est sûr que, comme je disais tout à l'heure, je voulais montrer un exemple de biais qu'on peut avoir en sélectionnant sa population. On ne peut pas éviter tout biais, mais si on pense que ça peut être la cause d'un biais, il faut que ce soit bien identifié et décrit dans le protocole. Hein. Donc c'est une étude scientifique, hein, ces enquêtes alimentaires. Ça doit être conçu vraiment comme avec toute la qualité qu'on en demande pour une analyse accréditée, par exemple. Hein. Donc il y a tous des contrôles de qualité à réaliser. Ici aussi, donc, on doit suivre toute une méthodologie pour obtenir des données de qualité, sinon on ne sait rien faire avec les données. Parfois, on peut utiliser des supports alternatifs. Par exemple, il y a des sociétés commerciales, hein, style Danone ou quoi, qui ont fait des panels avec des consommateurs. Et donc, bon, c'est des gens dont le nom est connu, qu'on sait qu'ils sont disponibles, ils acceptent de participer à des enquêtes. Bon, on pourrait faire appel à ces gens-là, en sachant très bien qu'il peut alors y avoir un biais. Hein, donc il faut bien le documenter. On peut travailler avec des adresses postales, donc le bottin de téléphone. Hein, ce sont en fait, là, ce sont surtout des aspects spécifiques aux pays concernés. Donc chaque pays doit faire un peu avec ce qui est le plus évident, le plus facile, le plus à la portée pour pouvoir travailler. Donc, l'échantillonnage doit toujours être aléatoire, mais à plusieurs niveaux, donc avec des strates. Donc la stratification, on en a parlé. Alors, souvent, ce qu'on fait, comme on s'intéresse au ménage, donc on part du principe qu'on va interroger un individu par ménage. Hein, donc généralement, la mère de famille qui sait très bien ce qu'on a mangé dans le ménage, donc c'est la personne la plus appropriée à fournir les informations. Donc on interroge un individu, on a des informations pour un ménage. Alors il peut être utile parfois d'appliquer des facteurs de pondération pour assurer la représentativité. Je vais vous donner un exemple. Les figues, on n'en mange que pendant une partie de l'année, les figues fraîches. Hein. Alors, si on a fait les enquêtes pendant la période de production de figues, on va peut-être avoir beaucoup de gens qui ont répondu en disant « j'ai mangé des figues ». Et puis après, je vais extrapoler ça au nombre de grammes de figues consommées par année, par personne par année. Si j'ai fait trop de mes enquêtes pendant la période de production, je vais probablement surestimer, donc je vais devoir utiliser un facteur de pondération pour tenir compte du fait qu'en réalité, il y a des périodes où on en consomme moins. Ça va ? Donc il faut corriger un peu. Alors, comment ça se passe au niveau de l'organisation du travail de terrain ? Il faut donc, dans la mesure du possible, s'assurer de couvrir différentes saisons, pour les raisons que je viens de donner, donc pour essayer de couvrir la variété des aliments que les gens consomment. Il faut
pas prendre rien que les jours de la semaine. Il faut de temps en temps prendre un week-end aussi, parce que les gens peuvent manger différemment pendant le week-end. Oui, donc vagues saisonnières, je crois qu'on en a parlé. Périodes de vacances ne doivent pas être exclues non plus, comme pour les week-ends. Mais il faut de temps en temps aussi savoir ce que les gens mangent en période de vacances. Alors, voilà, donc comme dans tout système de qualité de données, il y a des contrôles à faire pour s'assurer qu'on a des données de qualité. Et ça se fait à différents niveaux. Donc au niveau de la sélection des échantillons et de recrutement, il y a donc là des contrôles qui doivent être faits pour voir si on a bien travaillé avec une approche scientifique. Si donc on n'y a pas les biais, donc est-ce que les biais ont été bien répertoriés, etc. Il faut préparer des calendriers de rendez-vous, hein, donc ça se planifie à l'avance. Puis il faut passer vraiment à l'étape opérationnelle et envoyer les inspecteurs sur le terrain pour collecter les données. Et après, il faut voir s'il n'y a pas eu des erreurs, parce que parfois l'intervieweur note quelque chose, puis finalement elle n'a pas bien compris et par après se rend compte que c'est trompé, que c'était pas 1 litre mais que c'était un décilitre par exemple, hein, et donc elle barre 1 litre et elle met un décilitre à la place. Ça veut dire à ce moment-là que s'il y a une correction qui est apportée, il faut qu'on puisse la retracer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer 1 litre, on peut le barrer, hein, et on voit qu'on l'a remplacé par un décilitre, et puis il y a dans la marge, il y a eu confusion sur l'unité de mesure et on l'explique. Vous voyez, donc ça c'est la traçabilité et pour s'assurer donc qu'il n'y a pas des trafiquages de données qui sont opérés. Après, il faut encore faire attention au transfert, au stockage de données. Pour bien faire, il faut avoir des backups, hein, celui-là, hein, donc pour éviter que si on a un crash d'ordinateur, qu'on perd toutes les informations. Alors, il y a la sécurité des données et il peut y avoir aussi des problèmes de confidentialité. Donc, parfois, en fait, quand vous faites l'enquête alimentaire, vous avez le nom de la personne que vous interviewez. C'est Madame X, et puis vous avez tout ce qu'elle vous a donné. Mais quand vous publiez les résultats, il faut que les noms n'apparaissent plus. Hein, donc il faut à ce moment-là qu'on présente les données sous une forme moyenne, ou si on va vers un cas particulier, on met Madame X parce que voilà, il faut respecter la confidentialité. Même si, quelque part dans un des dossiers, on sait que Madame X, c'est vous. Hein. Donc il est mis quelque part, mais ça doit rester confidentiel, ça ne doit pas apparaître de façon manifeste. Ce qu'il faut alors surtout faire, c'est bien former les intervieweurs. Exactement. Hein, donc il faut que et on ne peut pas envoyer n'importe qui faire les interviews. Donc il y a tout un travail pour former ces intervieweurs et pour justement les conscientiser aux différents biais qu'il peut y avoir. 5%, on prévoit déjà 5% d'erreurs. Parce que c'est un travail professionnel. Encore un petit mot maintenant sur la qualité des données. Donc, nous voyons donc on peut avoir des bases de données qui concernent la qualité nutritionnelle, donc avec des bases de données sur les macronutriments, les micronutriments. On ne va pas trop parler de ces bases de données-là parce qu'on est plus, nous aussi, dans le contexte de sécurité sanitaire et pas de nutritionnel. Mais quand même, il est important pour vous de savoir, ça peut vous être utile, qu'il existe des bases de données de la FAO qui s'appellent InFoods, et vous avez le lien qui est ici, et que si vous allez là, vous allez trouver des informations extrêmement utiles sur les teneurs en macro et micronutriments de toute une série de denrées. Donc, en nutrition, ce n'est pas comme pour les contaminants. En nutrition, finalement, il y a déjà des bases de données qui existent. Donc, pour tout ce qui concerne nutriments, il n'est pas nécessaire de faire, disons, sauf cas particuliers, mais il n'est pas nécessaire de commencer à faire des analyses d'acides gras dans le poisson pêché en Méditerranée, parce qu'on sait que le poisson de telle espèce, il contient autant de grammes de matières grasses, etc. Donc, ce sont
des réalités relativement, je dirais, qui ne sont pas contextuelles, quoi, qui sont liées à l'espèce. Donc, c'est bon donc de savoir que si on a le temps tout à l'heure, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Donc, mais c'est très fourni et ça donne beaucoup d'informations. Par contre, pour les contaminants, donc là, c'est quelque chose qui peut varier d'un endroit à l'autre, et donc il est important d'avoir des bases de données qui sont vraiment à la carte. Et donc là, on peut faire appel à des études scientifiques, des universités qui ont fait des études. On peut aussi, comme je vous disais, lancer des appels à fourniture de données. Donc on peut faire un appel à toutes les institutions en disant si vous avez des données sur le cadmium dans l'environnement ou dans les denrées alimentaires, vous demande de les communiquer. Et bien sûr, il y a les résultats des contrôles officiels. Donc voilà, la première base de données dont je vous ai parlé, c'est sur les micronutriments dans les poissons. Donc ça, c'est le lien. Sur ce lien, vous tombez sur cette base de données-ci. Donc il y a toutes sortes de bases de données de composition alimentaire. Et il y en a une pour les poissons et les produits de l'aquaculture. Et donc ça, c'est l'aperçu général sur la base de données en question. Donc vous avez dans un premier onglet ici, Overview Species. Donc vous avez toutes les espèces qui sont comprises dans la base de données. Donc vous avez par exemple le premier, c'est le tilapia. Donc voilà toutes les espèces qui sont comprises dans la base de données avec le nom anglais et le nom scientifique. Et donc vous voyez que ici ce sont les crustacés et c'est regroupé. Donc vous avez ici les crevettes géantes, les crabes de rocher, etc. Donc les crabes comestibles, le crabe bleu. Donc vous avez vraiment toutes les espèces sont reprises là. Ici, c'est toutes les crevettes, crevettes communes, etc. Donc, les mollusques, les huîtres, donc les moules. Vous voyez, donc tout y est. Donc, vous avez beaucoup d'espèces différentes. Et puis, vous avez dans cet onglet-ci les composés sur lesquels il y a des informations qui sont fournies. Et donc là, on va remonter. On a des informations sur la portion édible, donc la portion comestible, des informations sur l'énergie en kilocalories par 100 grammes de portion édible, la teneur en eau par 100 grammes de portion édible, combien d'azote, combien de protéines, combien de graisse au total, etc. Puis on va plus dans les détails, le cholestérol, en milligrammes par 100 grammes de portion édible, la teneur en cendres, en calcium, en cuivre, voilà, en fibres, donc en cuivre, etc. Puis vous allez plus loin, vous avez les vitamines, riboflavine, acide pantothénique, vitamine B6, folate, etc. Puis les acides aminés, tous les acides aminés, puis tous les acides gras, énormément de paramètres qui sont repris là-dedans. Et puis vous pouvez, dans les autres onglets, donc plus vous avancez dans les onglets, plus vous avez des informations. Donc là maintenant, vous avez par espèce des informations sur les teneurs en micronutriments. Donc ici tout en haut, c'est le poisson-chat, catfish. Le poisson-chat, catfish, d'aquaculture. Donc voilà par exemple le tilapia, ici, le tilapia. J'ai des informations sur teneur en graisse totale, 2,1 g par 100 g de portion édible, et puis des informations sur cholestérol, par exemple, ici, 42 mg, en cendres, le teneur en cendres, le teneur en calcium, la teneur en cuivre, la teneur en fer, en potassium, en magnésium, en sodium, phosphore, zinc, etc. Sélénium. Alors ici on va commencer avec les vitamines E, tocophérol, thiamine, toutes les vitamines ici qui se suivent. Vous voyez, puis les acides aminés. Donc chaque fois vous avez les valeurs et ça pour
tous les poissons, donc voilà, ça c'est une forme de tilapia, une autre forme de tilapia, c'est les filets de tilapia. Vous voyez, le tilapia d'aquaculture, le tilapia cuit à la vapeur, etc. Donc vous voyez, vous avez une base de données ici très très complète sur l'ensemble des micronutriments pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture. En Algérie, est-ce que vous estimez qu'on mange assez de poissons? Non, non. Il faut en manger plus. Et quand on regarde ces bases de données, on comprend pourquoi. Parce qu'effectivement, on voit qu'on peut manquer de nutriments essentiels, comme les acides gras polyinsaturés, que l'on ne trouve que dans le poisson et qui sont absolument nécessaires à la santé de la population. Alors, je retourne ici sur... Donc c'était ceci, base de données micronutriments. Ici, ils avaient des bases de données pour les pesticides. Je pense que simplement je vous le signale, que vous pouvez ici trouver des données sur les limites maximales en résidus telles qui sont d'application en Europe. Et là, ce sont ceux du Codex, c'est FAO. Je ne vais pas aller là-dedans parce qu'il n'y a pas trop de monde qui s'intéresse aux pesticides, donc on va rester dans le poisson ici pour la visite guidée. Ceci, c'est le site sur lequel on a été hier, de Phoscolab, où on avait vu les données sur le plomb et le cadmium, etc. Alors, ici, ça c'est une base de données qui concerne les dangers microbiologiques. Je vais l'ouvrir. Donc, c'est une base de données américaine de l'USDA et donc ça porte des informations sur donc les maladies et donc liées aux aliments. Et donc vous avez tous les dangers biologiques comme le botulisme. Si je vais prendre ici Clostridium botulinum, j'ai ici un PDF que je peux ouvrir. Donc j'ai ici toutes sortes de fiches que je peux consulter. Le botulinum, donc en général, ce que c'est le botulisme, où on trouve le Clostridium botulinum, quelles sont les toxines produites, on décrit la maladie, les symptômes, comment la maladie apparaît, qu'est-ce que c'est le botulisme chez les enfants. Est-ce qu'on peut utiliser les nitrates et les nitrites pour prévenir le botulisme? Et quelle est la meilleure façon de prévenir le botulisme? Donc vous avez chaque fois des fiches. On va ouvrir celle-ci ici, qui décrit de façon générale le botulisme. Ici, vous avez le paragraphe ici qui fait une description générale de Clostridium botulinum. Ici, donc vous avez une description générale du botulisme. Donc vous voyez, c'est à la fois des informations précises, ce n'est pas non plus des kilomètres de texte. Donc vous avez vraiment les informations très précises auxquelles vous pouvez faire appel sans trop vous noyer dans trop d'informations. Alors ici, ça c'est un exemple de base de données en Amérique. Voilà, donc c'est Food Commodity Intake Database, What We Eat in America. Alors, on va faire un petit exercice pour voir. On va mettre ici un produit alimentaire. On va mettre fish. Voilà. Alors, il propose toutes sortes de commodités. Bon, on va se dire, par exemple, on s'intéresse aux poissons d'eau douce. Voilà. Et aux poissons. Donc, ça, c'est l'aquaculture. On va dire que ça ne nous intéresse pas. Mais on s'intéresse aussi aux poissons d'eau salée. Et donc, on va prendre le thon et les autres poissons d'eau salée. Voilà. Les crustacés, ça ne nous intéresse pas, on ne les prend pas. Les mollusques, on les intéresse. Donc, on va prendre juste les poissons d'eau douce et de mer, mais pas ceux d'aquaculture. Voilà. Donc, je fais ça. Je dis add selected et il les met de là, il les a mis là. Donc voilà, je retrouve mes trois catégories de poissons qui m'intéressent. Je vais demander de grouper les résultats, des percentiles détaillés. Alors, je peux demander ici, vous voyez, uniquement chez les consommateurs ou la population générale, ou les deux. Je vais demander les deux. Voilà. Alors, est-ce que je veux la consommation moyenne sur 2 jours ou sur 1 jour ou les deux?
Bon, je vais prendre 2 jours, c'est plus fiable. Alors, on veut exprimer le résultat en masse du produit consommé. Donc, si c'est un poisson de 100 grammes, j'ai consommé 100 grammes de poisson. Ou est-ce que je l'exprime en masse par kilo de poids corporel du consommateur? C'est plus facile de le laisser en masse de la commodité, donc je vais le laisser comme ça. Et maintenant, je vais faire Submit. Et si ça marche, je vais avoir les résultats. Voilà. Donc, j'ai ici le tableau avec les résultats. Donc, on a pris tous les âges, on n'a pas fait de filtre par rapport à l'âge, on a pris tous les sexes, donc hommes et femmes, on a pris toutes les races, hein, donc hispanophones, noirs, blancs, etc. Et la base de données comprend 24 673 personnes qui ont contribué à la base de données. Il y a 22% de ces Américains qui mangent du poisson, donc 78% qui n'en mangent pas. Et voilà, donc en moyenne, ces Américains mangent 10 grammes de poisson par jour. Donc la population moyenne. Hein. Alors, si on va un peu, ça c'est l'écart standard error, hein, donc l'écart type. Et si on regarde maintenant les percentiles, il faut qu'on monte, voyez, au percentile de population élevé, puisqu'on a à peu près 80% qui ne mangent rien, hein, donc il n'y a que 22% qui consomment. Donc il faut qu'on arrive au percentile 80 pour commencer à avoir un Américain qui mange quelque chose, hein, et il faut monter très loin dans les percentiles pour avoir des consommations plus élevées. Et il y a un Américain, parmi ces 24 000 là, il y en a un qui mange un demi-kilo de poisson. Donc dans l'enquête. Donc ça, c'est celui qui a mangé le plus, voyez. Mais le percentile 90, c'était 150 grammes. Donc il y a seulement 1% des Américains qui mangent plus que 150 grammes par jour. Bon, donc ça nous permet de relativiser un peu. Donc ça, c'est quand on regarde pour la population moyenne, consommateurs et non consommateurs, tous mélangés. Maintenant, la ligne suivante ici, c'est que je le vois chez uniquement ceux qui consomment. Donc, je ne vais plus regarder les 24 000 Américains de mon échantillonnage, mais je ne vais plus que prendre les 4 000 qui consomment vraiment du poisson. Et à ce moment-là, donc, dès les percentiles plus petits, je commence à voir des gens qui consomment. Hein. Et la moyenne ici, maintenant, vous voyez, elle est de 47 grammes. Donc, chez les Américains qui consomment du poisson régulièrement, en tout cas pendant les 2 jours de l'enquête, ils ont consommé du poisson, eh bien, en moyenne, ils consommaient 47 grammes. Hein, donc ça, c'est une information qui a son importance. Et maintenant, si je m'intéresse à ceux qui consomment beaucoup de poissons pour faire des worst cases, hein, des pires cas, pour protéger les gros consommateurs, parce que c'est eux qui vont peut-être manger les poissons les plus riches en mercure ou les plus riches en cadmium. Hein. Donc, je vais regarder vers les percentiles élevés, comme le percentile 90. Eh bien, je vois que à ce percentile-là, ils mangent 111 grammes par jour. Donc, si je fais un scénario maintenant, et je dis un Américain consommateur de poissons, qui est un consommateur relativement important de poissons, je vais faire un scénario et dire qu'il consomme à peu près 100 grammes de poissons par jour. Je mets ça dans mon scénario où je mets 110 grammes, 112 grammes de poissons par jour. Je sais qu'il n'y a que 10% des Américains qui consomment, et des consommateurs de poissons, il n'y en a que 10% qui consomment plus que mes 110 grammes. Est-ce que je peux dire, mon pire cas que j'ai imaginé, est-ce qu'il est réaliste, sachant qu'il y a 90% des consommateurs qui se retrouvent là-dedans et qu'il n'y a que 10% qui le dépassent? Il y a des gens qui disent 10% c'est quand même encore beaucoup. Je voudrais quand même bien qu'on prenne en considération plus de consommateurs que ça. Alors je peux dire je vais en prendre en considération, je vais prendre
95%. Donc, il n'y a que 5% qui consomment plus. Alors, là, et je me dis, voilà, si je prends un scénario avec lequel je vais avoir une idée de la consommation de poissons pour 95% des Américains, eh bien dans ce cas-là, je vais prendre 150 grammes de poissons. Et sachant ça, je sais que j'ai 95% des consommateurs de poissons qui sont bien intégrés dans mon scénario. Il n'y a que 5 cas extrêmes qui dépassent ça. On est obligé toujours d'éliminer les cas extrêmes parce qu'il y a toujours des gens, vous avez vu, l'Américain qui consomme un demi-kilo de poisson par jour. Si on considère que tout le monde mange un demi-kilo de poisson par jour, on ne va jamais pouvoir faire des normes, parce qu'on va toujours avoir un problème de trop, quoi. Donc on doit essayer de trouver une balance entre protéger un maximum de personnes, mais rester réaliste pour ne pas se retrouver dans une position où on devrait fixer des normes qui sont tout à fait irréalistes, quoi. Donc voilà, donc avec des bases de données comme ça, on peut imaginer, on peut proposer des scénarios qui correspondent à une certaine fraction de la population américaine qui mange du poisson, et donc on peut à ce moment-là procéder à une évaluation des risques. Donc l'important, je pense, que vous voyez dans cette base de données, c'est la différence qu'il faut faire entre la population moyenne et la population des consommateurs de poissons. Donc surtout si vous prenez du pain, ou si vous prenez des œufs, ou si vous prenez du lait, ça n'a pas d'importance que vous preniez la population générale ou les consommateurs, parce que presque tout le monde consomme du pain, des œufs ou du lait. Donc la différence, elle va être minime. Mais quand on passe à des choses comme le poisson, où il n'y a qu'en Amérique 22% de gens qui consomment le poisson régulièrement, alors ça fait une grosse différence dans les chiffres, suivant qu'on prend la population générale ou la population de ce qu'on appelle consumers only, des seuls consommateurs. Donc ça, c'est un enseignement que vous devez absolument retenir quand on fait de l'évaluation des risques, surtout pour des denrées alimentaires qui ne sont pas consommées par tout le monde. C'est que pour les données de consommation, il faut bien s'attacher à trouver les données de consommation qui sont pertinentes, c'est-à-dire de celles qui concernent les consommateurs vrais et pas la population générale. Parce que la population générale, elle dilue les consommateurs parmi tous ceux qui ne consomment pas. Et c'est comme ça que vous aviez, pour la population générale, quelque chose d'irréaliste, que la population générale ne consomme que 10 grammes de poisson par jour. C'est pas réaliste, vous n'imaginez pas quelqu'un qui mange 10 grammes de poisson. Quand vous mangez du poisson, vous mangez plus que 10 grammes. Vous voyez, donc ces chiffres ont été dilués, les consommateurs ont été dilués dans la population générale, et donc on ne sait pas faire grand-chose avec ces chiffres-là. Voilà, ça c'est... Donc on rentre là maintenant dans l'histoire de GEMS, James Food Clusters. Donc James Food, Consumption Cluster Diets. Donc ça c'est le travail de la FAO et de l'OMS. Et pour beaucoup de pays, c'est les seules données disponibles, ce sont celles de James Food Consumption Clusters. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que l'OMS et la FAO ont fait tout un travail d'enquête alimentaire sur le monde entier. Donc ils ont collecté des données sur le monde entier et ils ont créé donc des clusters. Celui-ci, il date de 2006 et ils ont créé pour le monde entier 13 clusters, donc 13 groupes de pays que vous voyez ici. Donc ça c'est un cluster, c'est l'Amérique du Nord avec ici l'Argentine et le Chili qui en font partie et l'Australie. Donc tous ces gens-là, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, la FAO considère qu'ils ont les mêmes habitudes alimentaires. Ils ont les mêmes habitudes alimentaires, il n'y a pas de différence importante entre ce que mange un Américain, un Canadien et un Australien, par exemple.
Ici, vous avez un autre cluster, c'est chez les Russes. Bon, en Sibérie ou en Ukraine ou en Biélorussie, on considère qu'on a les mêmes habitudes alimentaires, donc ça forme un seul cluster. En Asie, on considère qu'en Inde ou en Chine ou au Vietnam, on a les mêmes habitudes alimentaires, ça forme un cluster. Ici, on mange beaucoup de riz, ici, on mange beaucoup de viande, ici, on boit beaucoup de vodka, donc voilà. Et alors, voilà ce qui nous intéresse ici. Nous avons l'Afrique du Nord avec le Moyen-Orient qui forment un cluster. C'est le C, ici, vous voyez. Et donc, on va trouver des informations pour l'Algérie, mais ce sont des informations, en fait, qui sont communes à toute l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ça, c'est pour ce qui concerne la base de données de 2006. Et puis, ils ont fait aussi un travail par après, en 2012, où là, ils ont créé encore plus de clusters, 17 qu'il y en a. Voilà, on arrive aux conclusions. Donc, pour ce petit exposé ici sur les données de consommation, vous avez perçu que c'était assez différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on voit que la partie exposition du consommateur, c'est un métier à part. C'est un métier à part, mais il est extrêmement important aussi pour faire l'évaluation des risques. Et donc on a bien vu qu'à côté des données de contamination des aliments par les agents chimiques et microbiologiques, les données sur les habitudes alimentaires sont nécessaires pour réaliser une évaluation des risques. Et il est important de bien prendre en compte les aspects spécifiques, donc le contexte national et toutes les déclinaisons possibles, c'est-à-dire les groupes cibles, les zones géographiques, vraiment un travail contextualisé, adapté à la situation nationale. Et donc il est fondamental de disposer de données nationales dérivant d'enquêtes alimentaires ou, à défaut, s'appuyer sur des données du programme James Food, avec, vous avez vu, les gros problèmes qu'on rencontre quand on doit se fier à ces données-là qui concernent la population générale et pas les consommateurs de poissons. Voilà, merci pour votre attention pour ce premier exposé.